Everyone, avec Essonne Info, vous présente Latitude 91. Si je dois employer plus, il faut que j'ai énormément de réserves en trésorerie, parce que si un jour je dois m'en séparer, comme les coûts en plus sont très élevés à la fois pour se séparer de quelqu'un et à la fois pour l'employer, parce que pour le payer 2500 €, c'est plus de 4000 € que je dois débourser, bah du coup je préfère ne pas employer. On emploie mais différemment. Hein. On emploie oui, ou alors on emploie CDD, on emploie en stage, on fait des petits CDD. On emploie quand même. Et je suis d'accord qu'après on est vers une migration du travail. Hein. Aujourd'hui on arrive vers du court terme, le CDI ça devient de plus en plus compliqué. Très clairement pour le vivre. Après, on stimule quand même l'économie en faisant travailler des freelances, en faisant travailler du CDD. Et je suis désolée, mais il y a des PME qui font des millions. Enfin, on peut prendre l'exemple d'une start-up. Moi, je suis dans une start-up. Très bien, ça colle à ma réalité. Simplement, il y a énormément de PME qui sont très compétitives en France et qui ont tout à fait la trésorerie de marché. Et celle-là, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'actions de communication, même envers elle, et pas assez d'actions pour soutenir l'emploi. À quoi vous pensez sur communiquer parce que quand je lis la presse tous les jours, je vois quoi? Je vois l'usine machin qui ferme, on se plie en 10 pour eux, etc. Ok, super. Mais en attendant, je pense qu'en soutenant l'innovation et des secteurs qui sont compétitifs et des PME et des gens qui veulent se lancer en auto-entreprise, etc., là on pourra trouver plus de solutions. Parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Moi je connais plein d'étudiants qui n'arrivent pas à trouver du boulot, ils font quoi? Ils se mettent consultants à leur compte et ils arrivent à s'en sortir comme ça. Et je pense que si les politiques, là, pour le coup, peuvent les accompagner vers ce travail-là, plutôt que d'essayer de soutenir des trucs qui sont archaïques et qui vont mourir de toute façon. Enfin, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. On peut faire les deux aussi. D'ailleurs, il me semble que le gouvernement veut revenir un peu sur le statut d'auto-entrepreneur, non? Mais alors, ils allaient le retoucher ou pas? Oui, bien sûr, parce que le statut d'auto-entrepreneur, c'est vraiment pas la panacée universelle. Hein, je veux dire, c'était une solution qui a eu un certain mérite et puis qui a aussi ses vraies limites. Donc je pense que c'est pas effectivement la solution. Il faut la revoir et en faire le bilan. Maintenant, j'ai pas de dogmatique là-dessus. Moi, j'ai pas un problème là-dessus particulièrement. Quoi. Mais il faut le revoir, je pense. C'est pas la solution miracle. C'est pas le but que ce soit une solution long terme, effectivement, mais le succès qu'il y a eu envers ce statut montre qu'il y a quelque chose. Quoi. Non, mais je crois il y a une chose qui, moi, me paraît évidente dans l'année qui vient de s'écouler, mais on n'a pas su communiquer là-dessus, parce que le gouvernement a fait pas mal de choses dans plein de secteurs différents. Mais surtout, il l'a fait sur une méthode dont on avait perdu l'habitude, c'est-à-dire de ne plus considérer qu'un problème, une solution. La plupart des problèmes sont transversaux. Par exemple, vous parliez de l'emploi des jeunes. Ce que vous disiez est tout à fait juste, mais les 150 000 emplois d'avenir, moi j'ai fait des emplois d'avenir hier, c'est des jeunes qui ne trouvaient pas de boulot et qui surtout avaient des contrats de 3 ans avec de la formation. Mais il y a aussi des jeunes qui ne sont pas capables de rentrer dans un emploi d'avenir parce qu'ils sont trop éloignés dans l'échec social. Il y a un point d'éducation, il y a un point oui, mais donc là, il y a dans le plan de lutte contre la pauvreté, il y a un dispositif spécifique. Les contrats de génération, c'est pour d'autres types de populations. Et moi, je pense que si on veut, par exemple, je prends cet exemple-là et je ne vais pas être long, le problème des jeunes, c'est pas une solution. Et c'est pas, on va pas une génération d'entrepreneurs ou une génération de ci ou de ça. C'est de revoir les choses dans la transversalité, trouver des solutions pour chaque type de cas. Et ça, le problème, c'est que c'est plus complexe, c'est moins lisible, ça prend plus de temps et les effets se font sentir à plus long terme. Et pourtant, communiquer là-dessus, ça empêcherait cette espèce d'effet de pessimisme. Je suis bien d'accord avec vous et c'est le message qu'on essaie de faire passer, qu'il faut communiquer là-dessus. Vite faire un chiffre, les autres entrepreneurs en 2012, ils ont rapporté 1100 milliards d'euros quand même de chiffre d'affaires. Hein. Donc c'est quand même un filon. Non mais c'est quand même un filon à exploiter. Évidemment. Juste pour les entrepreneurs, donc un rapport de 2013 indique que les nouveaux taux de cotisation ont augmenté en moyenne de 16% en 2013. C'est 30% là, non? C'était 13%. Les auto-entrepreneurs paieront 7% de plus de cotisation. Est-ce que vous pensez que ça va dans le sens de cet auto-entrepreneur? Évidemment non. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus comme il y a 30 ans, ou même il y a 20 ans, où on est à la fin d'un diplôme sur un métier qu'on garde toute sa vie. On rentre dans une entreprise où on garde toute sa vie. Il y a 20 ans, c'était déjà plus ça. Hein. Oui, mais vous êtes jeune, vous avez l'excuse, mais... oui, enfin, seulement les chiffres montrent que ça l'est de plus en plus quand même ces dernières années. Mais en tout cas, on a une multitude de métiers. Et pour avoir une multitude de métiers, il faut donc de la formation professionnelle tout au long de la vie, ce qui avait été fait, et je crois d'ailleurs que la gauche continue sur la même lancée, de manière légèrement différente, mais le fond change peu. Mais il faut aussi pouvoir adapter les contrats de travail,
qui ne soient pas des contrats pour des entreprises qui vont garder leurs employés pendant des années. Il faut que ce soit à la fois plus flexible pour que les gens puissent aller et venir dans les entreprises, que les entreprises puissent embaucher selon les besoins et qu'on ne soit pas sur des choses rigides à la fois pour les entreprises et à la fois pour les employés, parce qu'on rentre dans un métier et après on n'est pas formé pour aller dans un autre, et c'est ce qui crée aussi beaucoup trop de chômage. Mais là le problème c'est la délocalisation, je pense, parce que c'est bien de pouvoir avoir une flexibilité sur les contrats, mais si c'est pour que le mec, bon, il fait du chiffre, après il ferme et il part dans l'Est et puis il laisse 1000 gars ici. Et pourquoi il part? C'est ça la question. Bah, c'est à cause de la main-d'œuvre. Mais justement, on va tous s'aligner. On va s'aligner sur on va s'aligner sur la Malaisie si vous voulez. Si c'est ça la société dans laquelle vous voulez évoluer, je vous laisse faire. Mais allez, commencez par Madagascar. Vous allez y passer, vous allez bosser. Je pense que ça va vous changer un peu de vos habitudes parisiennes. Ça va un peu vous piquer les yeux, mais bon, si c'est ça le modèle de société que vous voulez, allons-y, courons derrière la délocalisation. Moi, c'est pas tout à fait la même société. C'est pas dans celle-là dans laquelle j'ai grandi. C'est pas celle-là dont je me sens l'héritier. Mais bon. Moi, ce qui me gêne quand même. Madagascar, il y a aussi la France a beaucoup d'atouts, notamment la compétitivité et de ses employés. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il n'y avait plus de compétitivité. Non, mais la compétitivité de ses employés, qui ont quand même des filières d'excellence. Mais le coût du travail est quand même beaucoup trop cher. Et quand on regarde les générations de jeunes diplômés qui partent énormément à l'étranger, plus d'un jeune sur 4 diplômés veut partir à l'étranger parce qu'il n'y a plus de solutions en France, ou peu de solutions par rapport au dynamisme qu'il y a dans les autres pays. Et ça c'est grave. Et je ne pense pas que Madagascar soit extrêmement dynamique. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est abaisser le coût de travail. Et d'ailleurs, on le voit dans toutes les politiques, c'est quelque chose de bon sens. À chaque fois qu'une ville est sinistrée, qu'est-ce qu'on fait? On crée des zones franches à 0% pour les premières embauches, pour que les entreprises puissent s'implanter, et ça marche. À un moment donné, il faut mais on a déjà du mal à remplir un caddie avec 1000 €, et je ne vois pas comment on va le faire avec 400. Ouais, si je puis me permettre, j'ai l'impression dans ce débat sur les entreprises qu'on reste un peu trop centré sur uniquement les coûts du travail, comme si les BC seraient la panacée et permettraient d'éviter les délocalisations. J'ai l'impression qu'on est plus en train de vivre une sorte de mutation de modèle d'entreprise. Et moi, j'ai travaillé récemment avec un groupe de consultants qui essayent de créer une nouvelle méthode pour conseiller les entreprises, pour en fait tout simplement faire confiance à leurs salariés et laisser se développer leur esprit créatif et leur potentiel créatif. J'ai l'impression qu'en fait les entreprises françaises sont restées sur le même schéma hiérarchique qui fait qu'en fait les managers ont peur de déléguer à leurs salariés parce qu'elles ne leur font pas forcément confiance. Alors que si on développe des méthodes pour bouger un peu le modèle économique et d'entreprise et de fonctionnement d'entreprise en France, peut-être que... Et d'ailleurs, ça se voit, parce que les entreprises vont vers ce modèle, puisque on entend tout le monde parler, on veut l'esprit start-up, les grosses entreprises, nous, on fonctionne comme les start-up parce qu'on est créatif, parce qu'on est innovant. Il suffirait, à mon avis, d'arrêter de le dire et un peu laisser se développer. Non, mais on parle de la transparence dans la vie politique, mais faisons de la transparence dans la vie des entreprises. Il y a une sclérose hallucinante. Les entreprises du CAC 40 sont constituées avec des conseils d'administration où les mecs se cooptent d'un conseil d'administration à l'autre. C'est une espèce de micro-élite qui est archaïque et qui a des idées. Voilà, et je suis triste que des jeunes puissent reprendre ce mode de pensée, parce que c'est ça qui nous fout dans le mur, quoi. C'est vraiment l'archaïsme, il est là, il est dans ces entreprises-là, qui fonctionnent effectivement sur des schémas dépassés. Enfin, je veux dire, la famille Peugeot, c'est juste un truc. Analysons un jour, j'espère qu'un journaliste un jour va travailler sur la famille Peugeot et comment ils ont fonctionné pendant des années, avec un pôle familial où une partie de la famille à l'entreprise, l'autre partie à la banque. L'entreprise emprunte à la banque à 15% et se rembourse dans la famille. Enfin, je veux dire, c'est des histoires de fous. C'est des histoires de fous. Ce capitalisme-là, il existe. Il existe. Je ne sais pas comment on peut le faire, mais il est, en tout cas chez nous, il n'a pas évolué. Il n'a pas su faire certains choix. Vous parliez de l'automobile tout à l'heure, je ne veux pas parler de l'automobile tout le temps parce que c'est ça, mais on a fait un choix, c'est le choix du diesel. On a défendu le diesel contre le monde entier. Voilà. Aujourd'hui, on est dans le mur du diesel. On est dans ce mur-là. Pendant ce temps, l'Allemagne faisait d'autres choses. D'autant plus que quand on favorise pendant un temps, puis maintenant on va remonter le prix, et les gens, ça a été comme l'histoire des panneaux solaires. Les panneaux solaires. Tout le monde s'est jeté dessus. Et puis après, ils baissent le prix d'achat du... Voilà. Tous les lundis, 18, 20h.